C'est quelque chose qui n'est pas maîtrisé. Même les chercheurs qui ont développé ce modèle, ils ne peuvent pas expliquer clairement pour quelle raison en fait le modèle il prédit tel mot ou telle phrase. Voilà, donc subtilité, c'est prenons un projet bot. Donc quelles sont les données associées à ce projet bot? Quelles sont les sources de données, les domaines de données? Mais il y a une autre contrainte aussi, c'est la capacité de calcul. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, pour entraîner, c'est pour ça, nous en tant que Club Med, on ne peut pas entraîner ou n'importe quelle entreprise, même CAC 40. Dans un iPhone, aujourd'hui, on a une technologie qui est développée. Donc c'est vrai qu'avec l'évolution du hardware, du coup, on va pouvoir peut-être avoir des IA qui seront... C'est le patron d'NVIDIA qui a dit dans son interview il y a quelques jours qu'il faut qu'on arrête d'apprendre nos enfants à coder. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Deep Talk. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Siddhartha Chatterjee, qui est VP de Club Med et Chief Data Officer de Club Med. Siddhartha, bonjour, enchanté. Bonjour Rémi, enchanté. Merci déjà d'avoir accepté mon invitation. C'est avec un grand plaisir que j'ai l'occasion de t'avoir dans ce podcast. Pour commencer, on va essayer de parler un petit peu du Club Med, parce que bon, tout le monde connaît le Club Med, tout le monde connaît les bronzés bien sûr, mais le Club Med a bien évolué, a bien changé depuis toutes ces années. Aux dernières informations, le Club Med, c'est 2 milliards de chiffre d'affaires en 2023 pour 23 000 employés et 1,5 million de clients sur l'année 2023. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu, Siddhartha, du Club Med? Donc effectivement, cette année, l'année dernière, on a fait une année record. Et c'est la preuve en fait de notre stratégie de montée en gamme depuis 20 ans que notre président Henri Giscard d'Estaing avait démarré. Et du coup, aujourd'hui, on a un parc de 70 resorts au travers le monde, dans tous les 5 continents. Et ensuite, 40 pays. Si dans 40 pays, on est présent dans 40 pays avec 70 resorts. On a 25 000 collaborateurs partout au monde. Et puis, notre offre, en fait, on a à la fois des resorts qui sont à côté de la plage et puis on a des resorts à la montagne. Exactement. Avant de rentrer un peu dans le détail du Club Med, on va peut-être parler un peu de toi, Siddhartha. Pas tout le monde te connaît, donc moi je te connais bien parce que ça fait un moment que je te suis. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ton parcours et comment tu es arrivé au sein du Club Med? Mon parcours, en fait, c'est très varié parce que ça fait presque 15 ans que j'ai commencé à travailler dans la data et l'IA. À l'époque, l'IA n'était pas très connue. Ça, c'est sûr. Du coup, de formation, j'ai fait une école d'ingénieur en informatique en Inde. Et ensuite, je suis arrivé en France il y a 15 ans pour continuer à faire mes études. Donc, j'ai fait un master européen en 2010 avec le sujet de data mining et knowledge management, qui est aujourd'hui, grosso modo, big data et l'intelligence artificielle. Et ensuite, j'ai travaillé dans plein de boîtes, notamment Technicolor, dans les boîtes de communication type Ogilvy et Groupe Publicis. Après, j'ai passé 5 ans chez Aéroports de Paris avant d'arriver au Club Med en tant que Chief Data Officer. Et du coup, dans toutes les entreprises où j'ai travaillé, j'ai eu le plaisir de innover avec la data, avec de l'IA, au service de nos clients ou notre entreprise. Soit sur les sujets digitaux, sujets d'expérience client et puis l'efficacité interne. Tu as donc plusieurs casquettes. Je sais aussi que tu fais partie de Fosun, qui est la maison mère du Club Med. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette casquette? Oui, bien sûr. Donc Fosun est notre actionnaire depuis 10 ans, qui est basé en Chine. Et puis Fosun est très très encourageant de transformation numérique. Et en ce moment, la transformation avec de l'IA générative. Et du coup, j'ai eu le plaisir aussi de participer dans un certain nombre des comités et puis des discussions avec Fosun pour justement arriver avec une stratégie cohérente à niveau groupe. Donc, j'ai eu le plaisir d'être nommé aussi partenaire digital du groupe Fosun, principalement pour travailler en fait sur la stratégie Club Med, mais également profiter de ce réseau de Fosun pour apprendre les bonnes pratiques et puis se nourrir avec des cas d'usage d'autres entreprises dans le portefeuille de Fosun. Exactement. D'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis. C'est vrai que Fosun, c'est 10 milliards de chiffre d'affaires. Tu me disais que Fosun, il y avait de l'hospitalité, mais il y avait aussi d'autres secteurs d'activité. Est-ce que tu peux nous parler un peu des autres secteurs de Fosun, par exemple? Oui, bien sûr. Fosun, c'est un groupe conglomérat, le plus grand groupe conglomérat en Chine, privé. Et du coup, évidemment, ils ont beaucoup d'entreprises dans leur portefeuille, y compris des entreprises dans l'hospitalité ou Club Med. C'est une entreprise très importante pour Club Med.
Et puis, il y a aussi d'autres entreprises dans la pharmaceutique et plusieurs autres domaines. Ok, super. Bon, bah, du coup, bien embarqué. Alors, si on reparle un peu plus du Club Med, c'est vrai qu'il y a eu une transformation qui a été lancée sur le Club Med. Aujourd'hui, le Club Med, bah, comme je disais, c'est plus le petit club de vacances où on pouvait imaginer un peu comme les bronzés. Ça devient de plus en plus luxueux. On parle de tridents dans le Club Med, un peu c'est comme les étoiles dans l'hôtellerie. Aujourd'hui, il y a pratiquement que des 4 et 5 tridents. Cette transformation, on va dire cette direction vers le luxe, elle s'est engagée depuis, on va dire, quelques années. Quels sont les grands piliers? On sait que l'IA et la data, du coup, font partie de Happy Digital, qui est un pilier, un des nouveaux piliers qui a été lancé par la direction. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce nouveau pilier Happy Digital? Happy Digital, c'est pas un nouveau pilier. Happy Digital, c'est un pilier que nous avons créé il y a 10 ans, avec l'arrivée en fait de transformation numérique à l'époque, qui a été portée par Anne Brovez, et maintenant c'est porté par Quentin Briard, qui est notre CEO de notre grand département digital, global marketing et technologie. Et évidemment, l'année dernière, on a décidé de se focaliser sur les sujets l'IA, parce qu'en ce moment, c'est la plus grande transformation. Et nous, on voit beaucoup d'avantages et des opportunités. Donc justement pour augmenter l'expérience client, l'expérience client, et aussi augmenter l'efficacité interne. Si on revient un peu du coup sur cette transformation de data IA, c'est vrai que l'année 2023, ça a été un peu l'année d'époque où tout le monde essayait la sortie de ChatGPT, de l'IA générative, l'essor de l'IA générative. Donc 2023 est terminé, maintenant on est en 2024. Est-ce qu'on peut rentrer un peu dans les détails des cas, des use cases IA générative qu'il y a au sein de Club Med? Oui, tout à fait. Même si l'IA n'est pas un nouveau sujet, comme je viens de te dire, ça fait 70 ans que des chercheurs ils font de la recherche dans l'IA. On pense aux tests de Turing, on pense ça. aux Transformers. Exactement. Tout au début, en fait, c'était des chercheurs de neurosciences qui travaillaient en fait sur les réseaux de neurones. Exactement. Mais à l'époque, personne ne croyait en fait. Et l'un des sujets pour lesquels l'IA n'a pas pris énormément d'ampleur parce qu'on n'avait pas la capacité de calcul. Donc, qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière en fait? Ce sont des réseaux de neurones qui ont été encore travaillés et on a arrivé avec des modèles génératifs qui font des prédictions de mots. Donc, les meilleures applications de ce modèle des langages Large Language Models, c'était ChatGPT. Donc, ChatGPT est arrivé début l'année dernière et comme toutes les entreprises et toutes les personnes au travers le monde, nous, on a observé, on a commencé à l'utiliser pendant quelques semaines. Et tout de suite, on était convaincus sur la capacité ou le potentiel de cette technologie. Donc, très vite, on s'est lancé en fait à poker quelque chose et on a décidé en fait d'innover autour d'un outil conversationnel pour nos Travel Experience Designers, qui sont des personnes qui sont en contact avec nos clients, qui travaillent avec les clients justement pour définir le projet de vacances de rêve pour eux, leur famille et ses amis. Et du coup, ils ont besoin de beaucoup d'informations liées à notre produit, le produit qui est nos resorts. Et nos resorts. C'est énormément d'informations, les resorts. Ce sont des informations colossales. Moi-même, j'étais impressionné avec la richesse d'informations. Et aujourd'hui, j'imagine en fait si je voulais cartographier tout ce qui est présent dans ma maison. C'est beaucoup de choses. C'est des lits, des rideaux, la cuisine, tous les nourritures dans la cuisine, les ingrédients, les dimensions. Donc, c'est presque infini, en fait, les typologies d'informations qu'on peut avoir sur un produit comme un resort. Mais on a de l'avantage parce que la data est quand même centralisée au Club Med et du coup, on a un patrimoine des données qui est assez vaste. Et donc, le premier use case qu'on a fait, en fait, c'est justement pour créer un modèle de RAG avec Allobrain, qui est l'un de nos partenaires, parmi d'autres. On a travaillé sur un modèle RAG qui va aller chercher ces informations produits et le Travel Experience Designer ou le TED va simplement poser une question en langage naturel pour avoir une réponse rapidement et précis sans avoir besoin en fait d'aller chercher dans plusieurs systèmes différents qu'il faisait. Voilà. Donc pour donner un petit exemple, demain je vais voir un travel designer. Je vais lui dire je veux partir dans un hôtel avec du soleil, de la piscine, une grande chambre de 80 mètres carrés. Et lui, il va taper, si tu veux, dans son outil, du coup, d'IA générative, et ça va lui donner le meilleur hôtel qui correspond à mes besoins. Par exemple,
Ou sinon, tu peux demander, moi, je veux aller dans tel village, Punta Cana ou Seychelles, et je veux savoir, en fait, quels sont les horaires de restaurant. Ah oui. Voilà. Ou si je veux savoir, en fait, quelles sont les modalités dans le mini-club pour mes enfants. Donc ça, c'est le chatbot en interne. Ça, c'est le Il va chatbot en interviewer interne. un peu le corpus documentaire de toute la base de données de Club Med. Exactement. Et cette année, en fait, on a lancé une version client au Brésil qui est embarquée directement dans WhatsApp pour aider le client à retrouver les informations sur les produits. Et aujourd'hui, sur ce scope qu'on a fixé, l'information produit, le bot arrive à gérer presque 50% des demandes des clients. D'accord. Directement sur WhatsApp. Directement dans WhatsApp, oui. D'accord, ok, super. Tu me parlais aussi d'autres use cases, peut-être plus axés clients finaux. Est-ce qu'il y a d'autres use cases que tu peux nous citer? Donc, pour l'instant, sur les clients finaux, on travaille sur le chatbot qu'on a lancé avec un objectif de scaler en fait ce chatbot dans d'autres pays, d'autres langues, qui est notre grande priorité cette année et ça va continuer l'année prochaine. Mais sinon, il y a d'autres cas d'usage qui peuvent impacter indirectement le client, où on essaie d'exploiter la multimodalité des modèles, grands modèles de langage. Alors pour nos auditeurs, qu'est-ce que c'est le multimodal, Siddhartha? Donc multimodal, en fait, c'est un modèle qui est capable à traiter des données de plusieurs typologies. Donc, pas ChatGPT, au début, on a vu, en fait, ça fonctionnait avec du texte. Exact. Ouais. On mettait des textes, on a eu des réponses en texte. Multimodalité, en fait, c'est que le modèle est entraîné non seulement sur les textes, mais également sur les images, sur le voix, sur le vidéo, pourquoi pas. Donc, un modèle avec une intelligence qui est entraînée sur plusieurs typologies des données. Et du coup, c'est quoi le cas d'usage chez nous? Donc, nous, on utilise un modèle multimodal qui vient de Google, qui s'appelle Gemini, pour indexer automatiquement notre grande base des images. Plus de 50 000 images, justement pour améliorer l'expérience de recherche de ces images en interne, mais également sur nos canaux digitaux, type site web, appli mobile, si on veut afficher ces images. Donc, pouvoir retrouver ces images plus facilement. Et donc, à la fois, il y a un côté expérience client, mais en même temps, c'est un gain de temps pour nos collaborateurs parce qu'avant, ils indexaient, ils organisaient ces photos manuellement. Oui. Aujourd'hui, avec un clic-bouton, en fait, ils peuvent indexer, organiser ces photos. Et derrière, ça propose une capacité de recherche, beaucoup plus adaptée. Ouais, donc encore utilisé pour du coup une expérience client encore plus importante, une meilleure expérience client, voilà. Avec une rapidité aussi qui est accrue parce qu'en une seule phrase on peut trouver des images, du texte, de la voix, des vidéos par exemple. C'est ça. Donc c'est ça le multimodal. Okay. Exactement. Le multimodal c'est vraiment ça. Et puis Yann LeCun il dit aussi que l'évolution de l'IA générative ou de l'IA en fait, ça va matérialiser uniquement si on arrive à entraîner ces modèles avec des données de variété, en fait. Pas que du texte, du web, des pages web, mais également des vidéos, de l'audio, tout ce qu'on peut imaginer. On a vu récemment avec OpenAI et Sora la puissance de la vidéo. Alors, c'est pas encore déployé, mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'avec un prompt, aujourd'hui, on peut créer des vidéos. Donc, on peut imaginer un peu les use cases qu'il pourrait avoir demain pour créer des vidéos de commercialisation de resort, par exemple, chez Club Med, ça peut être. Et tout à fait. On a discuté longuement hier avec Meta, qui est aussi un acteur très important dans l'IA maintenant. Et du coup, on a échangé en fait autour de possibilités aussi de comment augmenter la créativité avec la génération de contenu qui soit adapté pour la marque. Ouais. Super intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres sujets à venir sur fin 2024, justement, d'autres use cases qui pourraient être développés? Il y a un use case que je pense qui est très important en fait, c'est la capacité de l'IA générative d'améliorer la qualité de traduction. Même si la traduction c'est quelque chose automatique qui existe depuis longtemps avec Google Trad, mais aujourd'hui la traduction on fait pas mot par mot, mais avec l'IA générative on génère une traduction. Je ne sais pas si c'est clair ou pas, mais... il faudrait nous donner un petit exemple. Voilà, un exemple, en fait, on prend un article et ensuite, avant ce qu'on faisait, en fait, avec des outils, on traduisait mot par mot, ou phrase par phrase. Mais aujourd'hui, avec l'IA générative, on prend l'article et puis, il va comprendre le sens de l'article, tout le contenu dedans et ensuite générer une traduction, en fait, qui est la même chose, à niveau de contenu. Mais c'est beaucoup plus précis
est la qualité est beaucoup meilleure. Oui, c'est sûr. Voilà. C'est sûr que c'est déjà. On sous-estime souvent en fait la traduction dans les entreprises, mais notamment pour les entreprises comme Club Med. Où il y a 40 pays. Comme tu as dit, tu as 40 pays, on est dans tous les continents, on a des clients qui viennent de 110 nationalités différentes. Autant de langues, du coup. Autant de langues, autant de réglementations. Et du coup, quand on discute avec tous les départements sur la fonction support, marketing, commercial, souvent il y a une nécessité en fait de traduire du contenu, soit pour le client ou au sein de l'entreprise. Et donc, on passe du temps. Donc aujourd'hui, on est en train de déployer des outils en fait qui permettent de traduire proprement des informations, soit produits ou administratives, de manière beaucoup plus efficace. Donc c'est l'un des exemples en fait que je pense est intéressant à partager avec l'audience. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on entend beaucoup parler d'IA générative, de modèles. Tu as cité les modèles de Google, tu as cité les modèles de Meta. On entend aussi les sujets d'IA frugale, justement pour essayer de réduire notre consommation d'énergie. Aujourd'hui, l'écologie, c'est un thème qui est très important. Il y a bientôt les élections et je sais que ça va être un sujet primordial. Du coup, est-ce que chez Club Med, vous faites attention à ça? Vous essayez justement d'utiliser des modèles pas trop consommateurs d'énergie, des modèles plutôt plus petits, plutôt que d'utiliser des mastodons comme OpenAI, par exemple? Donc, Club Med est très pionnière en fait dans les sujets ESG, les sujets climatiques, et du coup, on essaye en fait depuis de nombreuses années de mettre en place les actions qui permettent de globalement réduire nos émissions carbone, soit dans la construction de resorts et puis des autres actions, la numérique, le digital. Donc pareil, l'IA, il faut qu'on suive la même chose. Ça fait partie d'un pilier stratégique qu'on s'appelle Happy to Care. Et donc aujourd'hui, nous on fait du FinOps pour faire en sorte que on consomme moins d'énergie sur le cloud et qu'on traite le minimum de données possibles, étant compliant aussi avec RGPD. Et évidemment, dans l'avenir, on va aussi essayer de chercher des modèles en fait qui sont plus petits, mais qui sont aussi compétents à faire les tâches. Donc évidemment, donc l'IA frugale, moi j'avais pas entendu ce mot, mais merci d'avoir partagé. Mais je pense que ça exprime bien cette philosophie en fait de traiter minimum des données possibles pour avoir les solutions en fait qu'on envisage. Parce que sinon, en fait, dans notre métier, comme ça avant ça s'appelait big data, on a cette tendance en fait d'injecter plus en plus des données pour avoir des solutions qui nous conviennent. Mais en vérité, en fait, on dit aussi dans la data, plus précis la question, plus précis la réponse. Exact. Donc voilà, il faut qu'on pose des questions qui sont précises et qu'on cherche des données en fait qui sont adéquates à la fois pour résoudre le problème, mais en même temps réduire nos émissions carbone. Je rebondis sur ça parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des modèles open source, pour pas les citer, comme Mistral par exemple, ou comme Claude, qui sont beaucoup moins consommateurs de paramètres. On connaît les milliards de paramètres d'OpenAI ou de Llama. Et aujourd'hui, est-ce que c'est des démarches sur lesquelles vous allez? Est-ce que vous testez ces modèles-là? On pense à Hugging Face, où il y a énormément de modèles open source qui sont mis en place. Est-ce que vous testez tous ces modèles-là? Est-ce que c'est des pistes d'exploration que vous avez chez Club Med? Nous, on est très ouverts. Donc, au début de l'année dernière, quand on a commencé à innover sur notre outil pour les TED, on a travaillé avec Claude parce que Claude, à l'époque, il proposait le prix le plus compétitif et puis une performance qui était très élevée d'Anthropic. Et donc, on a démarré avec ça. Milieu de l'année dernière, on a intégré aussi Azure OpenAI, travaillant avec Microsoft, qui nous donnait la version 3.5, qui nous donnait à peu près la même performance et le coût était équilibré aussi. Je t'ai parlé en fait de Gemini qu'on utilise pour d'autres choses, pour l'indexation des images. Et puis l'open source, évidemment, moi j'ai toujours utilisé en fait, même quand je faisais Natural Language Processing il y a 10 ans, NLP, donc on travaillait avec Python et toutes les bibliothèques open source de Python. Donc évidemment open source, Hugging Face aussi, j'ai commencé à utiliser il y a 5 ans. On a l'utilisé chez nous pour les sujets d'analyse sémantique, des reviews des consommateurs, des boîtes clients. Donc on est vraiment agnostique et on travaille avec les solutions différentes, les solutions qui sont prometteurs au niveau de performance, prix et puis également le côté consommation énergétique. Oui, bien sûr. Tout ça va ensemble en fait. Le prix, la consommation, tout est lié. C'est tout nouveau en fait. C'est le tout nouveau. Il faut apprécier l'innovation qui est en cours partout. Mais je pense qu'il ne faut pas trop figer les choix parce que la technologie va tellement évoluer
et même nos partenaires existants, soit Microsoft, Google, Allobrain, etc., ils vont tous évoluer aussi. Et du coup, il faut, en tant que Club Med, on évolue avec nos partenaires, mais toujours avec cet objectif d'utiliser en fait des modèles qui sont adaptés. Mais plus important, en fait, c'est des objectifs de finalité métier. Pourquoi on veut appliquer tel modèle pour tel problème. Et pour nous, c'est toujours expérience client ou l'efficacité interne. Ouais, c'est sûr. Et puis vous allez choisir en fait le meilleur modèle pour le besoin que vous avez en termes de clients en face. Exactement. Non, c'est très clair. Du coup, c'est toujours les mêmes sujets, mais quand on parle de tous ces modèles-là, on pense toujours à la réglementation. Parce que c'est quelque chose qui est important. Tout à l'heure, tu parlais des RGPD. Il y a eu forcément sur la data une réglementation qui a restreint les consommations de la donnée. Est-ce que tu as entendu parler, j'imagine, de l'IA Act, du coup, qui a été voté en début d'année. La France et l'Europe est précurseur. Comme souvent, l'Europe réglemente. Les États-Unis ont dit qu'ils innovent. Et du coup, est-ce que tu penses que justement, à force de l'innovation va être freinée par cette réglementation, ou au contraire, les réglementations est nécessaire dans toute innovation? Beaucoup de questions dans la même question. C'est un sujet en fait qui est assez complexe. On pourrait faire un podcast que sur l'IA Act. Exactement, sur l'IA Act, sur le RGPD. Moi, j'ai vu l'arrivée des RGPD en 2017. Bien sûr. Et du coup, au début, évidemment, ça mobilise en fait toute l'entreprise pour mettre en place toutes les actions pour se conformer. Mais à la fin, en fait, c'est une bonne chose. Ça permet d'avoir des guidelines très clairs. Et pourtant, il y a eu des grosses critiques au début sur le RGPD. Exactement. Chaque fois, il y a des nouvelles réglementations qui arrivent. On a cette impression que ça va freiner l'innovation. Mais quelque part, en fait, ça pourrait aussi accélérer l'innovation parce qu'on a des guidelines clairs. RGPD était une grosse réussite. Ça, on a vu partout au monde. Tout le monde a accepté. Maintenant, dans tous les pays, même les régulations locaux autour de protection des données personnelles, des données sensibles, on suit RGPD. Parce que c'est quand même une réglementation qui a été bien travaillée et très concret. Sur l'IA, on n'est plus en fait sur le même sujet. Et l'IA, c'est un sujet en fait qui est très différent parce que c'est à la fois en fait une science. L'IA, c'est une science, un peu comme le physique, la chimie. Donc, on ne peut pas réglementer la science. Parce que même des ados de 17 ans pour innover en fait sur l'IA s'ils ont un laptop. J'ai eu Théo Leblanc au podcast qui est passé il n'y a pas longtemps. Il a 17 ans et avec un PC, comme tu dis, il utilise des outils IA, il fait des choses magnifiques. Exactement. Donc, la créativité humaine, on ne peut pas réglementer. Donc, ça, c'est pas possible. Par contre, on peut réglementer l'application. Et cette version de l'IA Act, en fait, il est plutôt dans ce sens pour vraiment comprendre pour quelles raisons on va utiliser l'IA, quel type d'applications et quelles sont des actions qu'on peut mener ou pas. Et pour nous, c'est très pertinent parce que au Club Med, avant de se lancer en fait dans notre aventure l'IA, nous on était très conscients qu'il faut qu'on a un cadre de développement de l'IA. Et c'est pour ça qu'on a mis en place un comité d'éthique sous le conseil de professeur Jean-Gabriel Ganassia, qui était mon ex-professeur à l'université de Sorbonne. Et on a travaillé en fait une charte éthique et on se revoit en pluridisciplinaire tous les 3 mois pour discuter justement nos enjeux et puis les finalités et des principes directeurs. Et toujours en fait pour créer des applications qui sont qui suivent l'intérêt légitime de notre mission. En fait, notre mission, c'est de créer des moments de bonheur pour nos clients partout dans le monde. Et donc, il faut que ces développements en fait en fait en lien avec cette mission qui est vraiment en fait garder le cap, que l'idée c'est ça en fait. Exactement. Et je pense que l'IA Act en fait propose aussi certain nombre des guidelines qui permettra de bien concevoir des applications de l'IA générative. Et ensuite également la façon de développer et gérer et monitorer en fait ces outils. Comment vous faites justement pour contrôler un peu ces IA, parce qu'on sait que l'IA générative elle est un peu autonome, on se rend compte aujourd'hui qu'elle est capable à elle-même d'aller hacker un site web par exemple, sans même qu'on lui demande comment faire. Comment vous faites au niveau de vos applicatifs pour justement contrôler un peu ces biais qu'on peut avoir sur
sur l'IA générative, ses hallucinations, parce qu'on sait qu'il y a un pourcentage d'hallucinations dans l'IA générative. Est-ce que vous faites du pré-processing? Est-ce que vous faites du post-processing? Comment vous faites justement avec ces chatbots pour bloquer tout ça? C'est une excellente question et je peux te donner en fait un exemple très concret sur le chatbot. Mais avant, évidemment, tu as raison en fait, le modèle des LLM, c'est quelque chose qui n'est pas maîtrisé. Même les chercheurs qui ont développé ce modèle, ils ne peuvent pas expliquer clairement pour quelle raison en fait le modèle il prédit tel mot ou telle phrase. C'est un peu la beauté du... C'est ça. Donc ça reste un black box. On va pas, voilà, on va pas contredire le fait que ces modèles de langage, ce sont des black box. Mais en même temps, il y a une intelligence qui est très embarquée, qui est exceptionnelle, qui permet de créer des choses et réaliser un certain nombre de tâches. Donc, pour revenir sur l'exemple du chatbot, parfois on peut donner une impression en fait qu'un chatbot c'est une IA, mais en vérité c'est pas une IA en fait. Ce qu'on a mis en place, on a mis 4 IA en place. Wow. Donc le premier IA, qu'on dit aujourd'hui RAG, Retrieval Augmented Generation, qui va aller chercher la bonne information dans notre base de données. Et ensuite on a un deuxième IA qui va formuler en fait la réponse. Donc, il va formuler une réponse qui convient au client. Et ensuite, on a un troisième IA qui va vérifier si la réponse qui a été formulée est pertinente. Et un quatrième IA qui va justement le scorer, en fait, et on va uniquement sortir une réponse si le score il est plus qu'un certain seuil qu'on a décidé. C'est ça, c'est le post-traitement, là. Vous allez sortir la réponse uniquement si ça atteint un certain seuil. Exactement. Et du coup, avec cette approche, évidemment, on va éviter à donner des réponses sur certaines questions. Mais les performances sont quand même très intéressantes parce qu'on arrive, le bot aujourd'hui, il arrive à réagir correctement 81% du temps. Wow, c'est pas mal, ouais. C'est-à-dire que 81% du temps, en fait, soit il donne une réponse ou sinon il redirige en fait vers le conseiller si le conseiller doit traiter cette question. Et ensuite, vis-à-vis les bonnes réponses qui ont été fournies. Après, on fait révalider toutes ces réponses par nos conseillers experts au Brésil. Et eux, ils arrivent aujourd'hui, en moyenne, nous donner une note de 87%. D'accord, okay. Voilà. Et sur les 13%, il ne fait pas n'importe quoi. Donc, soit la réponse, il n'est pas totalement complète, ou on peut encore améliorer la formulation. Donc voilà, donc c'est juste pour expliquer en fait. Derrière un chatbot, il n'y a pas une seule. Voilà, derrière un chatbot, il y a un vrai processus d'ingénierie avec des garde-fous dans toutes les étapes. Il faut vraiment le concevoir comme un produit numérique avec plusieurs étapes de traitement. Et la stratégie de test, il est primordial parce que c'est pour ça qu'on a attendu 6 mois avant de lancer au grand public parce qu'on voulait absolument que le moteur à l'intérieur soit totalement maîtrisé. D'accord, ok. Donc 6 mois de test, c'est énorme. Aujourd'hui, on arrive à poker rapidement, on arrive à sortir des prototypes assez rapidement. Par contre, c'est vrai que les tests derrière sont importants pour pas que ça fasse n'importe quoi du coup. Exactement, les tests sont primordiaux. Et donc du coup, c'est une question un peu que tout le monde se pose, mais les chatbots, on en a déjà vu sur des sites internet. On utilise tous des sites internet où on a vu des chatbots avant l'IA générative. Qu'est-ce qui a différencié aujourd'hui un chatbot avec de l'IA générative, boosté à l'IA générative, d'un chatbot d'il y a 2 ans, par exemple, qui allait nous répondre sur nos questions sur le site web? C'est une bonne question, en fait, et c'est quelque chose qu'on explique aussi en interne à nos collègues. Parce que moi-même, en fait, j'ai mis en place des bots précédemment. Bah oui. Chez ADP, quand j'ai travaillé, on a automatisé presque 60% des appels téléphoniques. Avec un bot classique qui était pré-LLM qui marchait plutôt bien. Donc, quelle est la différence? La différence, en fait, c'est qu'avant, les bots, ils fonctionnaient sous forme arbre de décision. C'est-à-dire qu'on fait un catalogue des questions et des réponses. Et ensuite, avec du machine learning, on va essayer de tracer, mapper les questions du client avec les réponses qui sont en base. Et ça, c'est complètement changé avec l'IA générative. Et du RAG, on va pas créer, en fait, un catalogue des réponses et des questions, mais on va en fait chercher d'informations directement dans notre base, dans la source, et puis on va construire une réponse à la volée en fait, à la volée utilisant justement cette capacité de génération des IA génératives. Et du coup là, quel est l'avantage en fait? L'avantage c'est que on est dans un système avec une capacité presque infinie. C'est-à-dire que on peut brancher en fait le bot avec autant de sources de données
Et puis, on peut formuler les réponses infiniment. Ouais, je vois ce que tu Et veux du coup, dire. on est plus proche en fait d'un humain, parce qu'un humain, il va pas tout le temps formuler une réponse avec des mêmes mots. Et donc, il y a un côté en fait qui est naturel. Oui, on se rapproche de plus en plus de l'humain. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, on peut rapprocher de l'humain, mais le risque, c'est que si on démultiplie les sources, et si la qualité des données n'est pas maîtrisée, et ensuite les typologies de formulation n'est pas maîtrisée, en fait, on peut se tromper. Tu me tends la perche du coup sur la qualité de la donnée. C'est un enjeu hyper important. On parle beaucoup d'IA ces derniers temps, d'IA générative. Mais comment on peut faire de l'IA générative si la donnée en entrée n'est pas de qualité? J'entends souvent des gens qui me disent mauvaise donnée en entrée, mauvaise donnée en sortie. Est-ce que justement chez vous, au sein de la data, vous avez mis en place une gouvernance de la donnée ou des choses qui sont liées à la donnée pour pouvoir justement avoir des très bons résultats sur l'IA générative? Pour répondre à ta première question, sans qualité de données, on peut pas faire de l'IA, tout court. Exactement. On peut pas faire de l'IA, on peut pas faire de machine learning, on peut pas faire grand-chose. Donc, et aujourd'hui, mais je vais même plus loin en fait. Pour faire de l'IA générative, il nous faut une qualité de données quasi parfaite. Je suis désolé, C'est mais dur, il nous hein. faut parce qu'on ne veut pas prendre de risques, on ne veut pas que les IA en fait fait n'importe quoi. Donc, la seule chose, comme on ne maîtrise pas l'intelligence précisément dans ces IA génératives, le truc qu'on peut maîtriser, ça sont les données. Et donc, nous, ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille une gouvernance des données, on travaille une stratégie de données qu'on s'appelle Road 45, avec une refonte complète de notre infrastructure, avec une infrastructure en temps réel. Et ensuite, on travaille aussi sur la décentralisation de gestion de données avec des owners des données en fait qui sont pertinents pour les use cases, qui sont les garants en fait de qualité et les générations de données. C'est quelque chose qu'on fait et on va continuer à faire parce que ce sujet, il est à nouveau devenu très sexy. Ah oui. Très Faut dire sexy la parce vérité, que il faut dire la vérité, voilà. c'est qu'avant c'était compliqué justement Voilà. de mettre en place une gouvernance de données, d'être data centrique un peu. Ouais, sauf que l'approche a un peu changé aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va mener cette gouvernance au travers des use cases, des cas d'usage. Mhm. En fait, il faut, ce que j'ai dit à mes équipes, il faut pas qu'on traite la gouvernance comme un use case. Il faut traiter la gouvernance au sein des use cases. Ah, c'est intéressant. C'est quoi la subtilité du coup? Voilà, donc subtilité, c'est, prenons un projet bot. Mhm. Donc, quelles sont les données associées à ce projet bot? Quelles sont les sources des données, les domaines des données? Et qui sont les owners de ces domaines? Et ensuite, embarquons ces personnes et expliquons aussi quelles sont les inconvéniences si les données sont pas de bonne qualité, Mhm. sont pas bien structurées. Et du coup, on va traiter une gouvernance autour de ce projet bot. Et pareil, en fait, chaque fois, on va rajouter un nouveau use case. On crée une gouvernance. On élargit la gouvernance. On élargit la gouvernance. Voilà, on avance la gouvernance. On avance la gouvernance. Parce que parfois, si on traite la gouvernance comme un use case, comme un projet, en fait, c'est pas assez pragmatique, c'est pas assez pratique pour les métiers à qui on va demander, en fait, de participer dans cette gouvernance. Parce que eux, ils vont toujours demander quelle est la finalité, quel est l'objectif de faire cette gouvernance. Parce que eux, ils géraient ces données depuis des années. Bah oui. Voilà, donc d'arriver maintenant et questionner, ça n'a pas trop de sens si on ne peut pas lier avec une finalité soit business ou opérationnelle. Donc, Mais la donnée- concrète, très très concrète. La gouvernance de la donnée au cœur de l'IA générative du coup. Si on retourne un peu sur l'IA, parce que c'est le sujet un peu du podcast, on entend un peu tout et n'importe quoi aujourd'hui sur les IA. J'écoutais encore dernièrement Yann Lequin qui parlait justement de l'IA générative, de l'AGI, pardon, de l'IA générale. C'est quoi ta vision sur les années à venir, justement, sur l'évolution de ces IA? Là, j'ai l'impression qu'on est un peu aux prémices avec les IA génératives. Est-ce que tu penses qu'on se rapproche de plus en plus d'une IA autonome qui aurait pratiquement la même autonomie qu'un humain, la même compétence qu'un humain? Ou est-ce que tu penses que les LLM, c'est quelque chose qui va arriver à maturité en 2024, qui sera au plus fort avec les nouvelles évolutions, avec, on pense à OpenAI, ChatGPT 4, 4.5, 5, ou est-ce que tu penses qu'il faudra créer autre chose pour arriver à l'AGI? En fait, moi je définis l'IA dans 2 segments. Donc, il y a un l'IA, pour moi, qui est l'IA de précision. En anglais, on peut dire Precision AI.
Et ensuite, on a un IA qui est Generative AI ou IA générative. Donc, quelle est la différence? Donc, le Precision AI, c'est quelque chose qu'on fait depuis très longtemps, depuis 15 ans maintenant, en fait, où on va utiliser l'IA pour prédire quelque chose, un outcome qui est précis. C'est-à-dire que je veux prédire est-ce que le client il va acheter ou pas. Je veux prédire est-ce que cette personne a telle maladie ou pas. Je veux prédire le météo. La météo, par exemple. Météo. Est-ce qu'il y aura de pluie ou pas? Donc ça, c'est une Precision AI et ça, on fait... sur des données historiques. On se base un peu sur des données historiques. Sur les données historiques. Et ensuite, on a le Generative AI. Donc, Generative AI, on va en fait créer des choses. Donc, on va créer du texte, on va créer des images, on va créer des vidéos et on va générer en fait d'informations. Mais ça ne veut pas dire que ces modèles ne se basent pas en fait sur les données historiques. Ils se basent sur les données en fait de totalité du web. Et du coup, évidemment, les modèles génératifs, il y a un côté, comme on en a parlé, de black box. Et puis, ils ont aussi une capacité à non seulement prédire quelque chose de précis, mais ils vont aussi faire des tâches. Ils vont créer des choses. Voilà. Et du coup, c'est pour ça, en fait, toutes ces discussions sur AGI ont commencé, parce que là, on voit, en fait, un modèle qui, à la base, qui est très simple. Hein. Il fait des prédictions de mots, mais à la fin, on a l'impression, en fait, il a la réponse. Il dit quelque chose de vérité, en fait. De vrai, ouais. De vrai, mais c'est pas, en fait, mais lui, il ne sait pas que c'est de vrai ou pas, en fait. C'est un modèle probabiliste, et à chaque instance, il va essayer de prédire un mot avec une probabilité le plus élevée. Et à la fin, on aura un corpus des mots, et qui est exceptionnel en fait, que 90% du temps il est bon. Il est bon. Ouais. Il est bon. On a une impression en fait que c'est du AGI. Et AGI c'est quoi? AGI, il y a plusieurs façons de définir un AGI. Mais un AGI c'est une machine qui va pouvoir grosso modo faire n'importe quelle tâche des humains, soit avec la même qualité ou qui va dépasser. Et pour ça, on a plusieurs contraintes, c'est-à-dire que les LLM, ils n'ont pas des AGI, je suis désolé. Il reste des modèles qui prédisent des mots, mais qui font un très bon job. Et l'AGI va aussi demander en fait l'innovation dans la robotique, parce que si on venir justement à la robotique. Ouais. Voilà, donc robotique. Et puis il faudra aussi des modèles en fait qui ont une meilleure compréhension du monde. Des lois en fait de physique, de lois des hommes, etc. Donc il y a plusieurs choses. Et aujourd'hui, le difficulté en fait, pour comprendre les lois de physique, il n'y a pas des données textuelles. Et c'était ça aussi que Yann LeCun disait en fait, qu'il nous faudra des vol models ou des modèles du monde en fait, un peu comme des bébés avec des caméras en fait qui vont observer le monde. Les enfants à l'âge de 8 ans en fait ils apprennent énormément de choses. Mais les LLM aujourd'hui sur les données textuelles du web, ils n'ont pas les mêmes compréhension du monde qu'un enfant de 8 ans peut l'avoir. Voilà. Donc cette patrimoine des données en fait n'existe pas encore, et du coup il y aura aussi des innovations pour comprendre comment mieux capturer les choses qui se passent en fait dans le monde entier. Justement pour arriver avec des intelligences en fait qui sont des vraies intelligences, qui ne sont pas uniquement des machines qui prédisent des mots. Ah, je vois ce que tu veux dire. Ouais, voilà. on est encore un peu loin de tout ça, et je pense qu'on a encore une dizaine d'années avant d'arriver à ce genre de modèle, je pense. Ouais. Et par contre, aujourd'hui, on a une perception en fait qu'il est comme AGI, parce que je peux lui demander des questions politiques, un chat GPT par exemple, on peut lui demander n'importe quelle question, on a des réponses qui sont satisfaisantes, et du coup on a l'impression qu'il connaît tout. Mais non, en fait, il est aussi entraîné comme les modèles de précision avant, sous l'entraînement du mot. Mais cette fois, on va pas lui demander en fait de prédire quelque chose de précis, mais prédire des mots en fait qui élargit tellement le champ d'information qu'on peut récupérer. Donc ça reste pour moi en fait des machines avec énormément d'informations embarquées et qui sait bien sortir une réponse en fonction de la question. Ah, c'est très clair. Très clair, Siddhartha, ton approche, et c'est un peu ce que je partage aussi, et ce que partagent un peu les grands de ce monde sur ces sujets-là, c'est qu'on est aux prémices
de ce qui peut être fait, mais on est en encore prémisse. loin. On est encore 50 loin. ans loin en fait de vraies capacités de ces machines. Mais il y a une autre contrainte aussi, c'est la capacité de calcul. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, pour entraîner, c'est pour ça, nous, en tant que Club Med, on ne peut pas entraîner, ou n'importe quelle entreprise, même CAC 40, ils ne peuvent pas entraîner leurs propres LLM. Parce que il faut dépenser des dizaines de millions d'euros pour entraîner un modèle d'LLM avec aucune certitude si ça fonctionnera ou pas. Ouais. Donc, imaginons en fait qu'on commence à entraîner un modèle et on l'entraîne pendant 2 semaines et à un moment, on voit qu'il y a un bug dans l'outil. Et dans 2 semaines, on a déjà dépensé 5 millions d'euros. Ouais, c'est ça. Et il faudra recommencer. Donc, il faut un capital conséquent pour développer ces modèles de langage. Donc, on a des entreprises, des grandes entreprises qui sont prêtes à investir ce genre de sommes. Et puis, il y a aussi pas assez, en fait, des chips ou des processeurs au monde. Exactement. Nvidia, on a Nvidia qui a pris le leadership du marché et du coup on voit clairement dans leur résultat en fait d'action dans la bourse parce que Nvidia a très vite anticipé en fait l'arrivée de l'intelligence artificielle à grande échelle. Ouais. Grande échelle démocratisée auprès de l'humanité entre guillemets. Et du coup, aujourd'hui, il aide, entre guillemets, le monde, en fait, d'avancer, mais ça ne suffira pas. Pour vraiment déployer à très, très grande échelle dans tous les secteurs, dans toutes les activités économiques, en fait, il nous faudra à la fois des processeurs qui sont plus, je dirais, sustainable, et puis il faudra aussi des innovations dans ces processeurs afin qu'ils soient plus petits et plus, je veux dire, light, avec les mêmes capacités. Et ensuite, il faudra aussi potentiellement, peut-être dans 10 ans, des modèles qui ont besoin beaucoup moins de données pour entraîner. Qui peuvent, qui vont pas. Exactement, l'IA frugale. Mais aujourd'hui, avec les techniques d'auto-regression, des techniques de réseau de neurones, il nous faut beaucoup d'informations pour entraîner. Donc peut-être il y aura aussi des innovations pour avoir des nouvelles techniques en fait qui vont non seulement faire des inférences, mais qui vont aussi pouvoir extrapoler et récupérer la même connaissance avec pas de données. Et je sais que dans les grands groupes type Google, Facebook, il y a déjà des recherches en cours justement pour pouvoir entraîner en fait des modèles génératifs avec 100 fois moins de données. J'ai bien donné un peu cet exemple-là, mais c'est vrai qu'il y a 20 ans, les ordinateurs, c'était des grosses machines énormes qui prenaient la taille d'un appartement. Aujourd'hui, dans un smartphone, on a pratiquement une puissance qui est décuplée, qui est bien plus forte que le premier Mac, par exemple. Mais dans un iPhone, aujourd'hui, on a une technologie qui est développée. Donc, c'est vrai qu'avec l'évolution du hardware, du coup, on va pouvoir peut-être avoir des IA qui seront bien plus développées. Ouais. Mais c'est ça, et on n'en a pas parlé d'Apple, mais Apple commence aussi à innover beaucoup dans l'IA générative et des LLM. Et Apple, ils ont une vision justement en fait que ces modèles vont être exécutables dans les smartphones. Ouais. Dans les smartphones. On voit les accords qu'ils ont avec notamment Google, si je ne dis pas de bêtises, pour pouvoir justement injecter l'IA de Google dans leur smartphone. Ouais. Et moi, j'avais comparé une fois en fait cette révolution d'IA générative avec l'arrivée d'iPhone. Ouais. Évidemment, en fait, c'est un changement de plateforme. Donc cette vision en fait d'avoir des LLM qui sont embarqués dans les smartphones justement pour s'améliorer l'expérience du smartphone. On pourra parler avec notre téléphone. D'ailleurs, Siri était l'un des. Je sais que Luc Julia est l'un de tes invités dans les prochaines podcasts, pardon. Donc Siri à l'époque il n'y avait pas des LLM. Ouais. Donc aujourd'hui on a des LLM, mais en même temps ils sont lourds à exécuter. Et aujourd'hui, iPhone ou Android, on a presque le terre entier qui utilise ces systèmes. Donc, il faudra des modèles qui sont très agiles, très légers pour pouvoir bien exécuter dans un smartphone sans ralentir le système. Bien sûr, sinon le téléphone ne marcherait plus après. Voilà, on est dans une âge de TikTok.
les gens, ils n'ont plus de patience. C'est sûr. Ils n'ont plus de patience. Voilà. Swipe. Donc, après avoir vécu 15 ans des smartphones qui sont très puissants et très rapides, l'idée, ce n'est pas non plus en fait de ralentir avec des LLM. Donc voilà, comme tu as dit au début, on est au démarrage. On est au démarrage, tout début. Voilà. On va continuer un tout petit peu sur d'autres sujets. Tu sais que moi, bon, je gère le cabinet Unique, un cabinet de conseil en IA notamment. Et j'aime bien justement parler des métiers et de l'impact sur les métiers avec ces IA. Tu me parlais en off des projets que vous aviez sur du no-code, sur du développement automatisé. Comment tu vois l'évolution des ingénieurs, des développeurs avec l'arrivée des IA? Je crois que c'est le patron d'NVIDIA qui a dit dans son interview il y a quelques jours qu'il faut qu'on arrête d'apprendre nos enfants à coder. C'est fou ça. Voilà, c'est assez fou. Nous, on a tous les deux des enfants et on ne sait pas quel métier ils vont faire demain, mais on va leur apprendre quoi du coup? Exactement. Et moi, je suis assez d'accord avec lui. Je ne sais pas à quel moment il faut faire ça, mais dans la philosophie, je suis assez d'accord parce que justement, l'un des grands avantages qu'on a eu avec des LLM, c'est cette capacité des LLM à générer du code intelligent. Ouais. Intelligent. C'est un use case d'ailleurs chez vous, hein, tu m'en parlais. C'est un use case chez nous. Donc nous, on a commencé à migrer en fait un certain nombre des outils legacy vers des langages plus modernes sur le cloud. Donc, ça s'appelle du refactoring. Donc on fait, c'est-à-dire qu'on prenne des applications on-premise dans une technologie legacy et on fait un refactoring pour faire des nouvelles applications. Qui sont revues, hein. C'est pas juste un copier-coller en fait. On revoit ces systèmes, ces applications pour les rendre plus intelligents, plus intuitives. Et donc on commence à utiliser IA générative justement pour générer des blocs de code qui sont plutôt clairs. Et on arrive déjà à avoir une productivité, gain de productivité entre 20% à 30%. Donc vous utilisez des IA génératives pour refactorer, en fait, redévelopper des applications legacy. Exactement, refactorer en fait des applications legacy on-premise vers des applications modernes sur le cloud. Et dedans, en co-construction avec une partie qui est évidemment manuelle et ensuite l'autre partie faite avec des IA génératives. Du Python par exemple, qui vont coder en Python. Voilà, en Python, en SQL, en BigQuery, sur Google, etc. Et du coup, avec cette approche, par exemple, l'un des projets où on fait une migration de SaaS vers GCP, on va gagner environ 12 mois dans la production ou dans la sortie en fait, dans la finalisation de cette migration. Et du coup, qui présente presque 600 000 €. C'est énorme. Voilà. Ah, donc des gains de productivité, des gains en manœuvre, des gains en rapidité. Exactement. Et donc du coup, pour revenir à ma question sur les métiers, est-ce que tu penses qu'il y a justement des nouveaux métiers qui vont apparaître? Est-ce que tu penses que les gens vont évoluer vers des nouveaux métiers? Comment tu vois un peu l'évolution des métiers? Toi, au sein de Club Med, est-ce que tu continues à recruter des data ingénieurs, des data scientists par exemple, ou tu cherches plutôt des experts en IA? L'évolution de métier, en fait, c'est un sujet, c'est une préoccupation numéro 1 partout vis-à-vis de cette technologie. Et pour reprendre, en fait, la mission de Club Med. Donc, mission de Club Med, comme je t'ai dit, c'est de créer des moments de bonheur, en fait, pour nos clients, nos gentils membres. Donc, moi, je vois, en fait, le sujet, si, pour exécuter notre mission aujourd'hui, en tant que collaborateur, j'ai 100 tâches à exécuter. Ouais. Okay? Dans notre quotidien, ça pourrait être en village, ça pourrait être au bureau, ça pourrait être n'importe où. En fait, quel est le rôle d'une technologie? Soit l'IA ou n'importe quelle technologie, en fait. C'est de pouvoir m'aider, en fait, m'aider afin que ces 100 tâches soient dédiées à cette mission. Et dedans, si j'ai 20 tâches qui n'a pas de valeur ajoutée, il faut arriver à utiliser les technologies pour les éliminer et réattribuer ces 20 tâches dans mon mission principale qui est créer des moments de bonheur. Ou créer une stratégie, créer un contenu, vendre un produit, peu importe. Et alors, du coup, techniquement, c'est pareil en fait. Dans mes équipes ou des équipes techniques, on aura toujours besoin des développeurs parce que, et ça revient en fait à un sujet d'éthique,
C'est-à-dire que ces technologies devraient être supervisées. Ouais. Donc, par exemple, dans les hôpitaux, s'il y a des IA en fait qui arrivent à faire des diagnostics des images, des maladies à partir des images. D'un IRM ou d'une radio, par exemple. Exactement. Il faut quand même des médecins ou des chirurgiens très, très experts pour pouvoir monitorer, superviser. C'est pour ça que Microsoft utilise le mot copilote. J'adore ce terme. C'est vrai Voilà. que moi, je le dis tout le temps, copilote, c'est vraiment le bon terme. Exactement. Donc moi, j'ai la même philosophie que pour l'instant, pour les années à venir, il faut avoir une approche copilote. Donc, il faut toujours des experts, mais il faut les aider avec des outils de l'IA qui permettent d'aller plus vite et faire plus. C'est ce qu'a toujours fait et la prendre technique. plaisir dans leur travail, en fait. Travail. C'est ce qu'a toujours fait la technique. Exactement. La technique a toujours été là pour aider justement l'humain à améliorer, à s'augmenter. Je vois des bouquins, des fois, il y a écrit l'humain augmenté. C'est un peu ça, en fait. C'est l'humain augmenté. C'est l'humain augmenté, que l'humain redevient un pilote et qu'il prend plaisir dans son travail, qu'il reste un expert, qu'il puisse profiter, en fait, des solutions. Donc, évidemment, tous les métiers, en fait, où il nous faut émotion, il nous faut les qualités relationnelles, il nous faut l'intelligence, l'esprit critique, le raisonnement. En fait, l'humain va toujours rester très important. Il va être clé en fait dans ce chaîne de traitement. Mais il faut qu'on arrive en fait à leur équiper avec des outils de l'IA tout court, l'IA générative, pour aller plus vite, être plus efficace et réussir mieux. Ah ouais, bien sûr. Et donc le sujet en fait que nous avons priorisé aussi cette année en fait, c'est un enjeu d'accompagnement, acculturation et formation pour les collaborateurs à grande échelle, parce qu'il faut vraiment en fait qu'il y ait une clarté dans l'usage de ces technologies, sa place dans la société, sa place en fait dans les processus quotidiens, et ensuite fait une approche qui est bottom-up, c'est-à-dire laisser les gens exprimer leurs points de douleur. Ouais. Leur pain point. Ça s'appelle le design thinking aussi. Voilà, design thinking, une approche produit. Où il faut toujours en fait partir des points de douleur et ensuite arriver avec des solutions qui permettent d'enlever ces points de douleur. Tout court. Voilà. Et du coup, nous, on ne va jamais en fait aller imposer des solutions auprès des collaborateurs, mais on va d'abord récupérer des milliers de points de douleur. Et ensuite, on va proposer en fait des solutions qui les aident à aller plus loin, plus vite, avec l'objectif de créer en fait ces moments de bonheur qui se traduit en expérience client et efficacité interne. Génial. Écoute, merci beaucoup, Siddhartha, c'est très clair. En tout cas, on comprend très bien l'intérêt de l'IA, l'évolution des métiers, un peu comment ces IA vont aider à augmenter les capacités de ses collaborateurs à créer des moments de bonheur, comme tu dis. On arrive malheureusement à la fin de ce podcast. C'était court mais intense. Du coup, est-ce que tu pourrais nous donner, pour le mot de la fin, un dernier ouvrage ou une dernière publication que tu as lue sur l'IA et qui t'a marqué et du coup qu'on pourra mettre en commentaire sur le podcast et pour que les auditeurs pourraient en profiter aussi? C'est une question piège. Hein. Dernier ouvrage? Ouvrage ou document ou podcast que tu as écouté oui, qui était intéressant. Donc, comment on fait podcast entre nous, et moi je suis fan des podcasts aussi, je pense que c'est un moyen formidable de monter en compétence, d'apprendre des choses culturelles qu'on peut écouter dans le métro, dans le transport. Et du coup, c'est un podcast que j'ai vu récemment, justement on en a parlé en fait de Yann LeCun, qui a discuté avec Lex Fridman. Lex Fridman, qui est le GOAT des podcasts. Exactement, qui produit des podcasts phénoménaux. Et j'ai trouvé en fait l'échange entre Lex et Yann vraiment intéressant. Et je trouve personnellement la vision que Yann a partagée est très proche de la réalité et qui peut aider en fait des gens à mieux comprendre les subtilités de cette technologie qu'on peut dire que c'est la révolution le plus puissant depuis l'imprimante.
Depuis l'imprimante, Ouais, exactement. Depuis l'impression. Hein. Et depuis l'iPhone Depuis l'iPhone aussi. aussi. Merci beaucoup. Et depuis Siddhartha. le Club Med. Depuis le Club Med. Merci beaucoup, Siddhartha. Écoute, je te souhaite en tout cas une très belle réussite au sein du Club Med, encore de meilleurs résultats. Je crois que le premier trimestre 2024 a été florissant aussi pour le Club Med. Je pense que avec ces piliers que vous mettez en place sur la data ILIA, vous allez encore plus exploser. Et je te remercie énormément d'avoir participé à ce podcast, d'avoir accepté l'invitation. Et je te dis à très bientôt. Tu es toujours le bienvenu au sein du Deep Talk. On te réinvitera forcément dans les mois et dans les années qui viennent parce que tu es toujours un invité de qualité. Merci, Siddhartha. Merci beaucoup Rémi, c'était un grand plaisir. À bientôt.